est formatrice et spécialiste, donc sur tous les sujets, on en parlait hier, sur tout ce qui touche à l'éducation et au bien vivre ensemble, comme la gestion des émotions dont on a parlé, la gestion des conflits, d'où le harcèlement justement, et puis la communication, ce qui nous intéresse ce soir. Voilà. Nous, on est fans, on aime Madame Paul parce qu'elle a l'art d'aborder, c'est pour ça qu'on s'est permis de l'inviter à nouveau ce soir. Elle a l'art d'aborder des sujets du quotidien qui nous intéressent parents, qui intéressent les familles, et parce qu'elle a l'art aussi de nous donner des clés pratiques, vraiment, pour qu'on en ressorte, j'allais dire, plus intelligent, ce serait prétentieux, mais en tout cas mieux armé dans notre quotidien. Et puis, voilà, on la remercie pour ça. On a déjà l'impression, à l'issue des conférences, que ça va beaucoup mieux, donc ça va nous faire du bien. À ce sujet, j'ouvre juste une petite parenthèse pour pas que vous soyez déçus à la fin de la conférence, parce qu'on a toujours les mêmes demandes. Madame Paul est formatrice de profession, donc elle va s'occuper de donner les clés de la réussite aux équipes éducatives, aux enfants qu'elle côtoie à l'école, ou aux heureux parents que nous sommes, comme ce soit lors de conférence, mais elle n'a pas le temps de faire du coaching familial. Voilà. Elle accepte parfois de gérer des cas exceptionnels plus graves, ou s'il y a un jeune qui est vraiment en perdition. Par exemple, dans le cadre du harcèlement, enfin de la prévention du harcèlement qu'elle enseigne dans les écoles. Et dans ce cas-là, uniquement, vous pourriez, au sein de l'Institut, puisqu'on a la chance, nous, de l'avoir dans notre école, ce qui n'est pas le cas dans toutes les écoles, de contacter alors la psychologue de l'école qui pourra alors éventuellement vous mettre en lien, hein, si vous êtes d'accord. Voilà, c'est ce qu'on s'était mis d'accord avec Madame Paul. Alors voilà, donc je crois que j'ai tout dit. Par contre, ah oui, alors même si elle ne fait pas de coaching familial, on en parlait là maintenant en dehors de la séance, et si elle n'oublie pas, parce qu'elle nous a dit qu'elle oublie toujours le dernier slide, donc on va lui rappeler, pour continuer à vous aider et puis à vous accompagner dans votre quotidien, elle aura aussi un dernier slide avec une bibliographie adaptée justement sur la communication et sur le thème qu'elle va traiter ce soir. Alors voilà, et bonne soirée, profitez bien, et on espère que ce cycle Zoom de la PEF vous réjouit, parce qu'effectivement le Covid nous a apporté quand même, on nous a appris quelque chose, c'est qu'on peut se réunir nombreux autour de thèmes intéressants au fond de notre fauteuil. Alors belle conférence, et merci Madame Paul. Merci beaucoup. Je vais commencer, c'est bon? Oui. Ok. Alors, bonjour à tous. Merci d'être venus nombreux écouter cette conférence qui, effectivement, concerne tout le monde, la communication en famille. Comment communiquer avec nos enfants? Alors, je vais commencer la conférence par une petite auto-évaluation. C'est-à-dire, j'aimerais bien que vous vous demandiez quel est mon type de communication prédominant avec mes enfants. Et aussi, que veut dire pour moi avoir une bonne communication avec ses enfants? Alors, commençons par la première question. Comment je communique au quotidien avec mes enfants? Est-ce que cela ressemble à ça? Je raconte, j'écoute, je débat, je questionne, j'exprime, j'accueille les émotions, je valorise, j'encourage, je remercie, je félicite, je m'informe, je m'intéresse. Ou bien est-ce que votre communication ressemble plutôt à cela? Je contrôle, je vérifie, je convainc, j'influence, je juge, je critique, j'ordonne, j'impose, je réclame, je répète, je réglemente, je sanctionne. Il est très important de savoir un peu d'où on part pour que lorsque je vous donnerai des clés, de savoir sur quoi travailler. Il est évident que dans un rythme de famille rapide où on voit les enfants le soir quand on rentre du travail, eux-mêmes rentrent de l'école, ont leur travail à faire, on a finalement très peu de temps pour communiquer ensemble. Et si on regarde de près, on est très nombreux à s'apercevoir que notre communication
finit par ressembler plutôt à la catégorie du contrôle, de la répétition, de la réglementation, plutôt que de la communication que j'appellerais gratuite, c'est-à-dire une communication qui ne sert ni à contrôler, ni à vérifier, mais simplement à échanger gratuitement, à s'encourager. Que veut dire avoir une bonne communication avec ses enfants? Je sais qu'on aimerait bien qu'à la suite de cette conférence, on ait des clés pour que nos enfants nous écoutent quand on parle, ou bien qu'ils parlent quand on leur demande de parler, ou surtout qu'ils nous obéissent, qu'ils comprennent et acceptent nos points de vue, et qu'ils expriment eux-mêmes des opinions sensées. Malheureusement, là-dessus, je vais vous décevoir. Pour moi, avoir une bonne communication, ça va être plutôt que chacun se sente respecté et entendu, que chacun se sente libre d'exprimer ses ressentis, que chacun ose être en vérité et que chacun soit convaincu que s'aimer ne veut pas dire être d'accord. Cette dernière phrase est très importante parce que vous verrez qu'il y a beaucoup de personnes qui sont convaincues que quand on n'est pas d'accord, eh bien l'autre va être déçu et donc il va moins m'aimer. Et beaucoup d'enfants ont un peu ce raisonnement-là. La deuxième chose avec laquelle je voulais démarrer, c'est de reconnaître la difficulté de communiquer. J'aime bien ce texte qui dit entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous voulez entendre, ce que vous croyez entendre, ce que vous entendez, ce que vous voulez comprendre, ce que vous croyez comprendre et ce que vous comprenez, il y a 9 possibilités de ne pas s'entendre. Malheureusement, c'est ça la communication au quotidien. Je me rappelle d'une fois où un de mes fils était venu en week-end avec son ami. C'est la première fois qu'on la voyait. Et à la fin du week-end, ses frères viennent me voir en disant « Alors maman, tu la trouves comment ?» Et je réponds très naturellement « Je la trouve vraiment gentille. » Et là, ils ont explosé de rire en disant « Ah ben d'accord, ne lui dis pas on répétera pas que tu as dit ça, parce que franchement, c'est pas terrible gentille. » Et j'étais surprise et je leur ai demandé, mais qu'est-ce que vous entendez derrière gentille? Et ils m'ont répondu, ben gentille, c'est quand on n'a pas grand-chose à dire de la personne. Et j'ai pu rectifier et leur exprimer ce que j'entendais par gentille. Pour moi, gentille, c'est un vrai compliment parce que je suis très attachée à la bienveillance et à la gentillesse. Et je trouvais qu'elle était très à l'écoute et très au service de ce qu'elle pouvait faire dans la maison. C'est un exemple très simple d'une mécommunication due uniquement à un mot. Et quand on réalise ça, il faut vraiment faire attention à ne pas réagir avant d'avoir réellement la certitude qu'on a entendu ce que l'autre veut nous dire. Je vous donne un exemple. Un enfant vous dit « Mais de toute façon, maman, tu ne peux pas comprendre. » Au lieu de lui dire « Comment ça, je ne peux pas comprendre? Je suis ta mère, je te connais, t'inquiète pas, j'ai déjà connu ça avant. » Et d'essayer de me justifier, essayer de convaincre mon enfant que je peux tout comprendre. Au lieu de ça, je vais peut-être lui dire « Qu'est-ce qui te fait dire que je ne comprends pas, que je ne vais pas comprendre ?» Et laissez-le parler, laissez-le communiquer ce qui fait qu'il est persuadé que vous n'allez pas comprendre. Parce que plus il parlera lui, plus vous pourrez entendre ce qu'il attend de vous et ce qu'il est persuadé que vous ne lui offrirez pas. Voilà des exemples. La deuxième chose dont il faut être vraiment conscient et qui complique la communication,
c'est que finalement, dans la communication, on sait que 55% passe dans le non-verbal, dans les gestes, dans la manière dont je suis et dans le ton de voix. 37% dans le ton de voix et 7% uniquement par la parole. Alors pourquoi c'est très important de comprendre ça? C'est parce que très souvent dans les familles, on essaye de protéger les enfants par rapport à des situations un peu difficiles. Par exemple, j'ai passé une mauvaise journée, je rentre à la maison et j'essaye de cacher à mes enfants que j'ai eu des complications. Et soyez certains qu'il y aura au moins un enfant qui va vous dire « ça va maman » ou « ça va papa », ça n'a pas l'air d'aller. Et à ce moment-là, quand il vous tend la perche, ne tombez pas dans l'erreur de lui répondre « si, si, ça va très bien, non, non, t'inquiète pas, tout va bien » avec un grand sourire. Parce que le non-verbal lui a déjà fait comprendre que vous aviez un problème. Et qu'est-ce qu'il va retenir? Il va retenir de ça que quand on a un problème, il faut se taire et faire semblant que tout va bien. Vous comprenez comme c'est quelque chose de terrible quand on veut instaurer une communication en famille. La deuxième chose aussi, quand il y a un changement, vous allez déménager, où il y a un problème de couple, où il y a un deuil dans la famille et qu'on n'ose pas le dire, qu'on ne sait pas comment le dire, faites-le simplement. Dites-le simplement, le plus naturellement possible. Osez dire votre tristesse, osez dire vos difficultés, parce que là encore, dans le non-verbal, les enfants comprendront et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont, s'il y a un silence, s'il y a du vide et qu'ils sentent qu'il y a quelque chose mais qu'ils n'ont pas de réponse, ils vont donner leur propre réponse avec leur interprétation. Et c'est comme ça que des enfants sont persuadés que des parents divorcent à cause d'eux. C'est pour ça que des enfants n'osent pas aborder des sujets tabous parce qu'ils sentent que les parents sont mal à l'aise. Voilà. Donc, retenez bien, ne soyons pas réactifs quand quelqu'un, un enfant dit quelque chose, vérifions qu'on a bien compris ce qu'il voulait dire. Et quand on a des difficultés, quand il y a quelque chose à partager, osons le faire le plus simplement possible, parce qu'avant même qu'on ait parlé, les enfants ont déjà deviné que ça n'allait pas. Alors, un dernier petit souci, ce sont des attitudes qui interfèrent dans la communication. Alors, j'ai choisi un peu d'humour avec les dessins que je vous ai mis devant vous et on va aborder un peu ces attitudes. Prenons le premier, le beau parleur. Le beau parleur, vous en connaissez tous, vous avez sûrement tous été dans un dîner où finalement vous n'avez pas pu placer un mot parce qu'il y a une personne qui a monopolisé la parole. Le beau parleur, en fait, aime s'écouter parler. Il aime parler, donc c'est agréable, il aime communiquer. Mais le problème, c'est qu'il ne monopolise la parole et il ne laisse pas la parole aux autres. Il est très peu dans l'écoute. Ou quand il va écouter, en fait, dès qu'une personne dit quelque chose et qu'il crée un lien avec sa propre expérience, il va couper la parole et se mettre à parler. Alors, quand on est beau parleur et qu'on est parent, vous comprenez que ça va être compliqué pour des enfants à parler, à oser communiquer, à placer ce qu'ils ressentent. Quand on est beau parleur et qu'on est un ado, alors on peut un peu monopoliser un ado ou un enfant d'ailleurs en primaire. Il y a beaucoup plus de beaux parleurs en primaire d'ailleurs, des jeunes enfants qui aiment bien parler, qui racontent tout. Eh bien, on peut gentiment leur faire comprendre que chacun tour de rôle va parler. Par exemple, si on est à table,
On peut utiliser le bâton de la parole, c'est-à-dire de dire que c'est celui qui a le bâton dans la main et trouver quelque chose d'un peu rigolo à mettre dans la main et qui va parler. Ça, avec les enfants de primaire, ça marche très bien pour veiller à ce que chacun puisse avoir un temps de parole. Avec le contraire du beau parleur, c'est une attitude quelquefois plus embêtante. C'est le silencieux, celui qui ne dit rien, c'est-à-dire celui qui, quand il rentre, s'enferme dans sa chambre. Quand il va mal, il s'enferme dans sa grotte. Quand il est petit, ça peut être par timidité, parce qu'il est un peu introverti, et même quand il est grand d'ailleurs, et ça peut être aussi parce qu'il déteste les conflits, il déteste la confrontation. Et du coup, quand ça va mal, plutôt que de communiquer et d'échanger, il laisse tomber et il s'enferme dans le silence. Alors avec des personnes comme ça, c'est compliqué parce que on ne peut pas, malheureusement, je ne peux pas vous donner une baguette magique qui va faire parler un silencieux. J'aime bien la similitude avec la phrase « On ne peut pas faire pousser la pelouse en tirant sur les brins d'herbe ». La personne est libre de parler ou de ne pas parler. Par contre, ce qu'on peut faire et ce que je peux vous conseiller, c'est d'avant tout, surtout pas, de le questionner et de le harceler de questions en disant « mais je vois que tu vas pas bien, mais dis quelque chose, tu pourrais au moins raconter ta journée ». Toutes ces phrases qui sont un peu du harcèlement, qui seront vécues comme du harcèlement pour la personne qui n'aime pas parler. Par contre, puisqu'il est silencieux, je vous conseille d'avant tout de vous approcher de lui et de rester silencieux. J'ai déjà testé ça avec un enfant qui n'allait pas bien et je rentre dans sa chambre et je lui dis « ça va ?» Elle me dit « non ». Et je lui demande « tu veux en parler ?» Elle me répond « non ». Et là, je lui dis « ok ». Et je vais m'allonger, je suis allée m'allonger à côté d'elle sur son lit et j'ai rien dit. Au bout d'un moment, elle s'est mise à parler. Rentrez dans leur monde. Vous voulez parler avec un enfant qui ne parle pas facilement, intéressez-vous à ses centres d'intérêt. Il joue à la PlayStation, asseyez-vous à côté de lui et essayez de comprendre et dites-lui, alors explique-moi comment ça fonctionne. Il adore le foot, allez au bord du terrain de foot et regardez-le jouer. Et à la fin du terrain de foot, dans la voiture, vous verrez qu'il parlera. Sauf si vous commencez à lui dire que vous n'avez pas aimé son attitude sur le terrain de foot ou critiquer ceci ou cela. Mais si vous ne dites rien, il va sans doute commencer à parler. La voiture est un lieu privilégié pour faire parler, en fait, faire parler, j'aime pas trop ce terme, pour favoriser le dialogue avec des enfants timides, introvertis. Parce qu'il n'y a pas le face-à-face, il n'y a pas le regard, mais par contre, ils sont dans la voiture, ils ne peuvent pas se sauver. S'ils n'ont pas leurs écouteurs et leur iPhone dans les oreilles, vous avez une chance d'échanger en regardant la route. Moi, je sais que personnellement, j'ai abordé des thèmes de sexualité avec mes enfants en roulant. Et là, eh bien, il n'y a pas… Alors, évidemment, il y a l'effet de surprise parce que ça venait de mon ado, mais au moins, vous êtes là, vous avez votre volant, vous conduisez, vous ne pouvez pas non plus vous échapper et vous êtes bien obligé d'y aller. Voilà des petits trucs pour le silencieux. Alors ensuite, on a l'attitude jugeante, critique. Il faut savoir qu'on est très souvent, en tant que parent, là-dedans. Par exemple, un enfant rentre de l'école, il vous raconte que une de ses amies
a fait ceci ou a fait cela, et vous lui dites, mais comment tu as réagi? Il dit, ben, j'ai rien dit, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Et là, vous tombez dans le piège, mais tu n'aurais pas dû te laisser faire, mais si tu la laisses faire, elle va continuer, c'est pas normal. Et vous allez commencer à critiquer ce qu'il vous raconte. Et il est certain qu'un enfant qui raconte quelque chose, il n'a surtout pas envie d'entendre qu'il a mal fait, que c'était pas bien, qu'il aurait dû faire autrement. Automatiquement, ça va couper la communication. L'ado, s'il est un peu en crise, va vous dire « Ah, j'étais sûre que tu allais dire que c'était de ma faute. » Et là, c'est trop tard pour récupérer. Le juge, entre les fratries, la critique, les enfants qui se parlent mal, c'est très courant aussi. Or, il faut veiller entre parents à ce que les enfants ne s'insultent pas, ils ne se critiquent pas entre eux. Par exemple, quand on est tous à table et il y a un petit qui demande quelque chose et son grand frère qui lui dit « Mais arrête de poser des questions aussi stupides !» Eh bien, je dois intervenir en disant « Écoute, s'il a posé cette question, c'est qu'il veut avoir une réponse. Alors, je vais lui donner une réponse et je te demande de ne pas le juger dans la question qu'il pose. Chacun a le droit de poser des questions. » Une autre attitude, c'est le moqueur. Alors, le moqueur aussi, dans les fratries, ça joue énormément. C'est-à-dire que quand un ado ou un frère, une sœur dit quelque chose, les autres éclatent de rire en disant « mais n'importe quoi, mais t'es stupide ou quoi, c'est débile ce que tu viens de dire » et ils se moquent. Moi, je sais que dans ma famille, une fois mes enfants m'ont entendu parler anglais. Malheureusement, je ne suis pas très douée en anglais. En tout cas, je n'ai pas du tout l'accent. Et quand j'ai raccroché, j'étais au téléphone, et quand j'ai raccroché, ils ont tous éclaté de rire en me disant et en imitant mon accent. Eh bien, alors je l'ai pris en souriant parce que je suis consciente qu'il y a de quoi en rire, mais néanmoins, je reconnais que quand ça vous arrive, eh bien, vous n'avez plus très envie de reparler anglais devant ces personnes-là, parce qu'on se moque de vous. Et ça peut être vexant, ça peut être décourageant, ou on peut se dire, de toute façon, je suis débile, je suis nulle, j'y arriverai jamais, ou il va dire que ma question est stupide, et donc, on va arrêter de parler et on va tomber dans l'attitude du silencieux. Donc, quand un enfant, une personne se moque, il faut tout de suite intervenir en disant « On ne rit pas, il a dit quelque chose. Je vous demande de ne pas rire. » Et le dictateur, en fait, c'est le pire. C'est celui qui est à la fois juge, à la fois beau parleur, à la fois moqueur, qui empêche tout le monde de parler, qui coupe la parole, qui décide de tout. Alors c'est vrai, en tant que parent, si vous posiez la question à vos enfants en disant « Si dans ces attitudes, il y en avait une qui me ressemble plus que d'autres, attendez-vous à être nommé dictateur. » C'est un peu normal puisque vous réglementez beaucoup de choses. Et donc, ne vous formalisez pas, ne vous vexez pas, mais essayez d'entendre néanmoins que derrière un dictateur, il y a un manque de communication. Il y a un manque d'écoute surtout de l'autre. Et donc, la meilleure chose à faire, c'est de prendre un temps privilégié avec chacun de vos enfants pour les écouter à tour de rôle. C'est vrai que j'encourage souvent de créer des temps de parole privilégiés avec un enfant. Alors pour ça, très simple, moi quand mes enfants étaient à l'école, je les prenais à tour de rôle, je les retirais de la cantine à tour de rôle une fois par mois, et je déjeunais avec lui. Et grâce à ça,
En fait, on avait un tête-à-tête, pas règlement de compte, ni pour poser des questions intrusives, mais juste pour parler de tout et de rien. Et grâce à ça, chaque enfant se sentait important et intéressant, et il se sentait surtout entendu. Alors, à présent que je vous ai nommé toutes les difficultés qu'on peut avoir pour communiquer, nous allons passer à 8 clés pratiques pour favoriser la communication. La première clé vient de Jacques Salomé, qui a comparé la relation à une écharpe. Et il dit que dans la relation, dans la communication, chacun tient son bout d'écharpe. Chacun est responsable de ce qu'il dit, de comment il le dit, de ce qu'il ressent et de ce qu'il fait. Donc, quand je communique, je suis entièrement responsable de la manière dont je communique. Mais de la même manière, je ne suis pas responsable du bout de l'autre. C'est-à-dire que s'il me parle mal, s'il ne veut pas m'écouter, s'il ne comprend pas, c'est son bout d'écharpe. Je ne suis pas responsable du bout d'écharpe de l'autre. C'est très important à comprendre ça parce que ça permet de libérer la parole. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je comprends que si l'autre critique et n'est pas d'accord avec ce que je dis ou ce que je fais, ou que moi-même je ne suis pas d'accord avec l'autre, eh bien, néanmoins, on peut discuter en tenant chacun son bout d'écharpe. Ce qui se passe, c'est que quand il y a une tension, c'est comme s'il y avait un nœud au milieu de l'écharpe. Et pour résoudre cette tension, souvent, la réaction réflexe, c'est que chacun va tirer l'autre pour imposer son point de vue. Et dans ce cas-là, ce qui se passe concrètement, c'est que le nœud va se resserrer et plus on tire, plus ça sera difficile de résoudre la tension. L'autre manière de faire, c'est que l'un des deux lâche son bout d'écharpe en disant « bon, ben fais ce que tu veux. Moi, je ne parle plus avec toi. J'en ai ras-le-bol. » Et dans ce cas-là, l'autre se retrouve avec son bout, mais il n'y a plus de relation, il n'y a plus de communication et il y a toujours le nœud dans l'écharpe. Alors, il y a un proverbe sénégalais qui dit « il n'y a pas deux personnes qui ne s'entendent pas, il y a simplement deux personnes qui n'ont pas assez parlé. » La meilleure résolution des conflits passe par la communication. La deuxième chose qu'il faut savoir avec cette écharpe de Salomé, c'est qu'en même temps, je vous dis, chacun est responsable de son bout d'écharpe et pas de celui de l'autre, mais en même temps, il faut reconnaître que nous avons des neurones miroirs et ces neurones miroirs font que quand l'autre parle, j'ai tendance à imiter ce que je vois. C'est-à-dire que si je commence à parler très rapidement et à m'énerver, l'autre automatiquement, inconsciemment, va monter dans les tours. Si je critique, l'autre va me critiquer. C'est comme si, par exemple, avec vos neurones miroirs, si je me mettais à bâiller là tout de suite, comme ça, eh bien, je suis sûre que j'ai fait bâiller pas mal d'entre vous. J'espère que vous n'allez pas quitter pour autant la conférence. Donc, chacun est indépendant, donc je ne me sens pas responsable de la manière dont l'autre parle. Par contre, je suis responsable de la manière dont je parle, mais j'influe néanmoins par le non-verbal, ce qu'on a vu tout à l'heure, 55% du non-verbal. Par le non-verbal, j'influe sur la manière dont va se dérouler la communication. Et c'est pour ça que c'est très important d'apprendre des clés pour bien communiquer. Parce que si on s'y prend bien, eh bien l'autre a plus de chances de communiquer de la même manière. Deuxième clé,
Avant d'apprendre à communiquer quand ça va mal, regardons un peu comment on communique quand ça va bien. On sait très bien qu'on est à l'ère de la communication avec le monde extérieur, les iPods, les iPhones, les téléphones, la télévision. On est en permanence connecté avec le monde. Mais malheureusement, quand on regarde de près, cette communication permanente avec le monde a diminué la communication à l'intérieur de la famille. On ne prend plus le temps de se parler parce que même quand on est ensemble, on est avec son portable. Dans la voiture, on met chacun sa musique, chacun son téléphone, et donc il n'y a plus de communication même en roulant. Alors, très important, veillez à des espaces de communication quand ça va bien. Par exemple, le repas familial est l'un des espaces les plus simples à conserver, à condition qu'on pose nos portables, qu'on ne répond pas au téléphone et qu'on apprenne à s'écouter et qu'on ne réglemente pas les règles de la maison autour de la table. Quand on communique, quand ça va bien, on communique gratuitement, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, on s'informe, on raconte, on explique ce qui va se passer le week-end prochain, chacun raconte sa journée, mais on n'interfère pas dans la manière dont chacun se raconte. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que la communication orale. On peut communiquer par écrit, par la gestuelle. Ça, c'est très bien pour limiter les répétitions. Vous savez, la répétition fait partie de la communication désagréable. Et donc, pour éviter de répéter quelque chose, par exemple, j'ai dit à quelqu'un va faire ton travail et qu'il ne bouge pas, eh bien, au lieu de répéter je te demande d'aller faire ton travail, je vais le regarder et montrer la porte de la chambre en disant allez, va vite. Et du coup, ça devient, le geste remplace la répétition et les injonctions qui sont beaucoup trop nombreuses dans une famille. Si on avait à supporter les injonctions que supportent nos enfants du matin au soir, je vous assure qu'aucun de nous ne l'accepterait. Donc, plus on peut éviter les injonctions et les remplacer par des gestes, par des routines, par des petites choses symboliques qui font qu'on n'a pas besoin de communiquer dans la réglementation et qu'on laisse l'espace de communication pour échanger sur ce qui est agréable. Alors, je vais vous raconter l'histoire d'une dame dont la fille était très timide, une petite fille de 8 ans, très timide, qui parlait peu. Elle me dit, qu'est-ce que je peux faire? J'aimerais bien communiquer, mais elle dit rien, elle fuit. Vous savez, la savonnette, dès que vous l'avez, tchouf, elle s'échappe. Et je lui ai dit, ben écoutez, comme c'est une petite fille, achetez des post-it de toutes les couleurs, avec des fleurs, avec des cœurs, et coller des post-it sur sa porte, sur son bureau, en disant « je t'aime, comment tu vas, merci d'avoir mis le couvert » pour l'encourager. Juste des post-it comme ça, un peu partout, et ne bougez pas. Et donc, elle part chercher ses post-it, et la voilà qui colle des post-it un peu partout. Et le dimanche, après une semaine de post-it, elle était dans la salle de bain en train de se brosser les dents devant son miroir et elle me dit, je vois ma fille de 8 ans arriver et coller un post-it sur la vitre de mon miroir et partir dans sa chambre. Et donc, elle dit, j'étais là la bouche pleine de dentifrice et je regarde le post-it et il y avait marqué, moi aussi je t'aime maman. Et elle me dit, j'étais désespérée parce que je n'ai pas pu en profiter pour la prendre dans mes bras, parce que j'avais ma brosse à dents, j'avais mon dentifrice. Et je lui ai répondu, mais ne vous inquiétez pas, ça y est, elle communique. Vous avez réussi à rentrer en relation. Et si elle est venue coller le post-it au moment où vous vous laviez les dents, c'est qu'elle ne voulait surtout pas que vous lui sautiez au cou pour la faire parler. Voilà, trouvez des moyens. Envoyez des SMS à votre ado qui est enfermé dans sa chambre. Envoyez des WhatsApp en disant « ça va,
je ne t'ai pas vu ce soir, passe une bonne nuit. Ne lâchez jamais la communication avec vos enfants, même avec vos ados en crise. Trouvez un moyen de continuer à lui dire « je t'aime, on est là et tu comptes pour nous ». Alors maintenant, ça se complique quand ça va mal. Parce que quand ça va mal, c'est là où on a le plus besoin de communiquer le plus efficacement possible. Or, quand ça va mal, en général, c'est là où on communique d'une manière absolument pas appropriée. Alors, prenons un exemple. Vous avez un ado qui devait rentrer à 1h de sa soirée. Bon, en ce moment, ce n'est pas trop le contexte, mais rappelons-nous jadis. Et cet enfant, 2h du matin, pas de nouvelles, vous essayez de le contacter sur le portable, pas de nouvelles. Et à 3h du matin, alors que vous ne dormez évidemment pas, vous entendez la porte s'ouvrir et l'ado qui rentre. Ne faites pas l'erreur de sauter de votre lit pour lui sauter à la gorge en disant « Tu as vu l'heure, tu ne te rends pas compte, on s'est fait du souci, mais comment tu peux arriver, terminer les sorties, terminer ». Ne réagissez pas là tout de suite. Quand il y a une crise, reportez la discussion. Trouvez le bon moment pour en parler. Et donc, c'est bien plus efficace, par contre, d'éventuellement allumer votre lampe et quand l'enfant passe dans le couloir, de lui dire « Tu as vu l'heure, il est 3h, on en parle ensemble demain matin. » Et c'est tout, pas plus que ça. Je peux vous dire que ça sera bien plus efficace et que la communication au réveil aura plus de chance quand vous aurez été reposé, que vous aurez votre émotion qui est retombée, vous aurez plus de chances d'avoir une communication constructive avec votre enfant que là, en pleine nuit, en pyjama, à 3h du matin. Pour peu, en plus, qu'il ait bu, alors c'est très, très mal parti. Donc, n'hésitez pas à reporter la discussion quand ce n'est pas le bon moment. Il y a souvent des enfants qui vous prennent à partie devant des amis, en un repas familial, et qui profitent de ce moment pour vous annoncer que, je ne sais pas, une annonce qui vous fâche, par exemple, il voudrait partir avec ses amis ce week-end dans une maison où il n'y aura pas d'adultes. Et oui, il sait très bien que vous n'êtes pas d'accord, mais il vous prend à partie en pleine réunion familiale où il y a a priori des personnes qui peuvent le défendre, voire des cousins dont les parents autorisent les sorties. Et donc, si ça arrive, de la même manière, ne vous énervez pas, ne vous laissez pas piéger, mais répondez simplement à votre enfant, écoute, j'ai entendu ta demande, je pense que ce n'est pas le bon moment pour en parler. Si tu veux, on se donne rendez-vous après le déjeuner ou quand on rentre à la maison, on en parlera ensemble. C'est tout. Reporter. La clé, reporter la discussion quand ce n'est pas le bon moment, quand il n'y a pas les bonnes personnes autour de nous, c'est très important. Et enfin, se synchroniser. Quand vous allez parler, si l'enfant est assis, asseyez-vous à côté de lui. S'il est allongé, allongez-vous. Si c'est un petit enfant, mettez-vous accroupi. On ne met pas une personne dans un confort de communication si on le prend de haut, si on fait autre chose pendant qu'on parle ou si on ne se synchronise pas un minimum avec lui. Le regard, arrêter de faire ce qu'on a à faire et prendre le temps d'être disponible. Voilà. Une fois qu'on a compris qu'on doit reporter la discussion, il est très important de gérer ses émotions.
Alors, Madame Berthaud, vous avez rappelé que j'ai fait une conférence il y a 2 ans, je pense, à Florimont sur la notion de la gestion émotionnelle. Donc, je ne vais pas reprendre tout le contenu, mais simplement le principal. Quand je réprime mes émotions, au lieu de les exprimer, elles s'impriment. C'est-à-dire que si je reviens sur ce que je vous disais en début de conférence, si quand je vais mal, je n'exprime pas, je n'ose pas dire que je vais mal, ce qui va se passer, c'est que mon corps va parler à la place de mes mots. C'est ce qu'on appelle la somatisation, des mots pour des mots MAUX pour des mots MOTS. Alors, l'un des exemples les plus courants au niveau des enfants, ce sont les maux de ventre quand ils sont stressés. C'est les cauchemars la nuit ou un petit enfant qui va refaire pipi au lit alors qu'il ne le faisait plus. Eh bien, quand ça arrive, profitez de ces symptômes pour essayer de mettre des mots avec l'enfant sur ce qu'il se passe. Profitez pour communiquer. Ayez la vigilance de noter la somatisation pour pouvoir en parler. Vous savez qu'au niveau du harcèlement, souvent c'est la somatisation qui alerte les parents. Et donc, il ne faut pas simplement se dire, bon, bah, c'est la crise d'adolescence, c'est normal, ce sont les hormones, elle ne va pas bien, ça ira mieux plus tard. Non, essayez d'aller plus loin, questionnez autour de vous, questionnez d'autres parents de la classe que vous connaissez et communiquez, essayez d'entrer en communication avec votre enfant. Très, très important. La gestion des émotions est essentielle pour éviter de tomber malade, pour éviter d'avoir des maux. Pour gérer ses émotions, il faut gérer sa décharge émotionnelle. Alors, ce qu'on appelle décharge émotionnelle, c'est la première minute et demie qui suit l'incident. Et si je suis impulsif, eh bien, je vais exploser. Et c'est souvent à ce moment-là où je suis en train de parler pour expliquer à l'autre que je suis énervée et pour lui faire comprendre pourquoi je suis énervée. Malheureusement, il faut savoir que quand il y a un déclencheur, pendant 1 minute et demie qui suit le déclencheur, je n'ai plus mon cerveau pour réfléchir. Je ne fonctionne qu'avec mon cerveau reptilien qui est là derrière, qui est un cerveau primitif et qui ne sait faire que 3 choses, attaquer, fuir ou être sidéré, c'est-à-dire être sans mots. Et donc, si je suis dans l'attaque, je vais aller dans les jugements, dans les critiques, dans les menaces, mais je ne pense pas ce que je dis. Et c'est pour ça qu'on utilise souvent des mots où on exagère les choses et une fois que l'émotion est retombée, on s'aperçoit qu'on a dit des mots trop forts. Et malheureusement, une fois que les mots sont dits, ils s'impriment dans le cœur de la personne en face. Et qu'une fois que ça a été dit ou que ça a été écrit, c'est compliqué de revenir en arrière. Donc, attention, faisons un stop émotionnel quand on sent qu'on est dans notre cerveau reptilien. Trouvez un moyen pour fermer votre bouche et reporter la discussion. Parce que sinon, ce que vous allez dire ne va pas solutionner et ne va faire qu'aggraver la situation. Il y a un homme qui s'appelle Marshall Rosenberg, qui il y a 40 ans, a développé une méthode de communication très efficace et qui est développée dans le monde entier, qui s'appelle la communication non violente. Et cette communication non violente vous permet de passer du tu qui tue au je qui entre en jeu. Le tu qui tue, ce sont tous les poisons de la communication. Le jugement, les reproches, la généralisation, l'interprétation, les hurlements, la moralisation, faire du chantage, humilier, etc. Et tout ça nous vient de notre cerveau reptilien.
Et Marshall Rosenberg a expliqué que quand on veut communiquer, quand ça va mal, il est très important de communiquer en 4 étapes. La première étape étant de faire l'étape avant la première étape, pardon, et de faire un stop émotionnel pour essayer de comprendre ce qui se passe chez moi. Parce qu'avant même d'ouvrir ma bouche, il faut que je sois au clair avec ce que je veux dire. Et une fois que j'ai laissé retomber ma décharge émotionnelle, je retrouve mon cerveau pour réfléchir, notamment ma zone orbitofrontale qui me permet d'anticiper, de prendre du recul et de réfléchir. Et je vais pouvoir formuler ce que j'ai à dire en 4 parties. Première partie, je décris les faits le plus factuellement possible. Deuxième partie, donc ça c'est la tête. Deuxième partie, c'est au niveau du cœur, j'exprime mon ressenti. Et je le relie au niveau de mon nombril au besoin qui a suscité ce ressenti. Et enfin, quatrièmement, donc vous voyez que une fois que j'ai décrit ce qui s'est passé, je parle en je. Je parle de mon ressenti, je parle de mon besoin. Et comme ça, je lâche la pression sur l'autre. Et quatrièmement, je fais une demande concrète. Alors, je vous donne un exemple. Quand les enfants étaient petits, il y avait une chose qui m'exaspérait, c'est qu'à chaque fois que j'étais au téléphone, il y en avait toujours un pour venir me tourner autour en disant « Maman, tu peux faire ça, maman ?» Et moi, j'étais dans une conversation. Or, je ne sais pas faire 2 choses à la fois. Et du coup, ça me faisait monter une décharge émotionnelle. Et tant que je n'avais pas trouvé une solution à cette situation, la fin se terminait très très mal dans la violence. Je raccrochais, j'attrapais l'enfant et je disais « J'en ai marre, tu vois bien que je suis en train de téléphoner, ça suffit !» Il est évident que ça n'aidait pas l'enfant à entendre ce que j'avais à dire et j'étais très insatisfaite de la manière dont je me comportais. Et donc, une fois que j'ai appris la CNV, eh bien, je me souviens d'une fois où l'enfant s'est accroché à moi en disant « Maman, tu peux faire ça, maman, maman ». J'ai essayé de m'isoler mentalement dans ma conversation pour continuer à garder le fil et mon calme. Et ensuite, une fois que j'ai raccroché, me suis tournée vers l'enfant, je me suis mise à sa hauteur et je lui ai dit « Tu vois, maman est en train de téléphoner. Et tu tires mon pantalon, tu répètes à plusieurs reprises « maman, maman » parce que tu as quelque chose à me dire. Quand tu fais ça, alors que je suis en train de téléphoner, ça me stresse et ça m'agace vraiment parce que je ne sais pas faire 2 choses à la fois et que j'ai besoin de finir ma conversation pour être disponible pour toi. Quatrièmement, la demande, est-ce que la prochaine fois que tu vois que je suis au téléphone et que je mets la main sur ta tête pour te montrer que je t'ai entendu, est-ce que tu peux attendre tranquillement que j'ai fini mon appel? Et en alliant cette demande à une gestuelle symbolique que j'ai mis en place, eh bien, ça a très bien marché. À chaque fois qu'un enfant venait me parler, je mettais ma main, soit je lui attrapais la main, je continuais à parler, soit je mettais ma main sur son épaule. C'était juste un petit geste qui lui disait « Je t'ai entendu, ne t'inquiète pas, j'aurai un temps pour toi, mais tout à l'heure. » Voilà l'intérêt de la communication non violente. Alors, c'est vrai que les 4 parties, observation, sentiment, besoin, demande, ce n'est pas une langue naturelle. Et c'est vrai qu'il faut s'entraîner et ce n'est pas vraiment ce qui nous vient à l'esprit quand on est sous tension. Mais c'est comme apprendre une nouvelle langue. Quand vous apprenez une nouvelle langue, vous apprenez le vocabulaire, la conjugaison et c'est très scolaire. C'est pas très fluide, ça fait pas très naturel quand vous parlez. Mais plus vous pratiquez,
même en échouant, plus vous continuez à pratiquer, plus au bout d'un moment, ce langage devient un langage réflexe et plus il sera utilisé au moment approprié quand ça sera possible. Alors, si vous voulez approfondir ça, vous regarderez dans la bibliographie le livre « Les mots sont des fenêtres ou bien des murs » de Marshall Rosenberg. Je le conseille à tout le monde, ce livre. C'est pour moi un peu, pas la Bible de la communication, mais presque, avec les 4 accords Toltec. Alors, je me souviens, je vous raconte juste une petite anecdote, quand je me suis mise à cette communication non violente, alors que j'étais quelqu'un de plutôt impulsif, vous comprenez bien que ça a été difficile et que j'ai mis des mois à arriver à calmer ma colère et à essayer de m'exprimer calmement. Et une fois que j'entendais les garçons se disputer dans leur chambre, je monte les escaliers en courant en me disant dans ma tête « Guylaine, ne hurle pas, Guylaine, ne hurle pas ». Et donc j'arrive à la porte, je leur dis, quand j'entends vos hurlements d'en bas, je suis très énervée et j'avais la bouche ouverte parce que je n'arrivais pas à trouver mon besoin. Et je ne voulais pas dire, je suis énervée à cause de vous. Il fallait que je trouve mon besoin chez moi. Et un de mes fils s'arrête parce qu'ils n'étaient pas habitués à me voir parler comme ça. Et l'un d'eux prend la parole en me disant, écoute maman, crie comme avant, ça allait plus vite. Alors là, vous êtes découragé parce que vous vous dites, et en plus, j'essaie de parler d'une manière constructive et il me demande de recrier comme avant. Évidemment, je ne l'ai pas écouté. Je lui ai dit, tu as raison, c'est un peu lent, mais on va y arriver et je ne veux plus crier. Par contre, je veux essayer de vous faire comprendre ce que je veux vous dire le plus clairement possible. Très important cette communication non violente. Alors au départ, ne l'utilisez que quand vous reportez une discussion et que vous avez le temps de préparer la discussion. Par exemple, la jeune fille là, qui est arrivée en retard et on lui a donné rendez-vous le matin, quand vous allez démarrer la discussion, démarrez comme ça. Par exemple, tu devais rentrer à 1h du matin et tu es arrivé à 3h. On a essayé de te joindre, tu n'as pas répondu. On était très inquiets, sentiment, parce qu'on ne se sent pas tranquille du tout de te savoir dans la nature sans savoir où tu es. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé? Si je démarre la discussion comme ça, on a plus de chances que l'enfant, l'ado, ne mente pas, dise la vérité en prenant sa responsabilité. Plutôt que si on l'agresse en disant « alors, explique-nous un peu, on ne te fera plus jamais confiance ». Parce que, je vous rappelle, neurone miroir, l'agression attire l'agression ou bien bloque la communication. Néanmoins, je vais vous donner un petit truc, une 6e clé, je crois, pour avoir plus de chances de mieux communiquer. Et surtout quand ce n'est pas vous qui êtes en colère, mais quand c'est l'autre. Il est évident que vous n'allez pas sortir votre règlement de la communication non violente en disant à votre enfant « Attends, je t'explique, tu ne vas pas hurler comme ça, dis-moi rappelle-moi les faits, etc. » Ça ne va pas lui plaire. Alors, il y a une clé très simple, moi qui m'a énormément aidée avec mes enfants. C'est qu'il faut comprendre que quand on a des tensions dans la journée, on a tendance à déstocker dans la famille. Pourquoi on déstocke dans la famille? Simplement parce qu'enfin, on fait tomber nos masques. Toute la journée, on a pris sur nous, mais le soir, on laisse tomber tout ça. Et surtout parce qu'on est en vérité quand on est dans le foyer familial. Et c'est une bonne nouvelle. Et donc, si ça va mal, si j'ai retenu beaucoup de choses toute la journée, eh bien, il y a un moment où j'ai besoin que ça sorte.
J'ai besoin d'exploser, j'ai besoin de sortir cette énergie. Alors, il est évident que ceux qui m'ont écouté sur la conférence sur la gestion des émotions, ils savent que la première chose à faire, c'est d'apprendre à déstocker autrement que sur sa famille. Mais, néanmoins, on n'évitera pas des ados, des petits-enfants à piquer des colères, des ados à claquer des portes, à insulter, à s'énerver sur nous, alors qu'on a simplement dit, par exemple, ton cartable dans ta chambre. Et quand il explose sur nous, eh bien, il explose non pas parce que je lui ai dit ton cartable dans ta chambre, c'est parce qu'il saisit cette occasion pour déstocker toutes les tensions qu'il a eues dans la journée. Alors, un petit conseil, ne tournez pas en boucle sur ce qu'il vous dit à ce moment-là. Ne le prenez pas comme une vérité, mais prenez-le comme ce que j'appelle la poubelle affective. Alors, pourquoi il y a l'image du torero? Parce que quand un toréador rentre dans l'arène, il prend sa cape et il dit au taureau, il accepte que le taureau charge, mais il ne met pas sa cape devant lui pour risquer d'être blessé en plein cœur. Il tient la cape loin de lui et quand le taureau fonce, hop, il lève la cape et laisse passer les choses. Eh bien, la poubelle affective, c'est un peu la même chose. Mentalement, à chaque fois que mes enfants ou mon mari ou quelqu'un de proche explosait d'une manière disproportionnée sur moi, tout de suite, je me disais, oulala, déstockage, et je prenais mentalement une poubelle affective. C'est-à-dire que tous les mots qu'il dit, je les fais tomber en tendant bien mon bras loin de moi dans une poubelle. Et je ne reviens pas dessus. Je laisse tomber la forme au profit du fond, de ce que cela m'apprend de lui. Et donc, par exemple, un enfant qui vous dit de toute façon, on ne peut jamais compter sur toi, j'en ai ras-le-bol, tu n'es jamais là quand il faut, au lieu de me justifier, au lieu de m'énerver parce qu'il a claqué une porte, je laisse tomber la crise, je fais un stop émotionnel. Et par contre, quand je vais retourner le voir, avant de lui dire « tu ne me parles pas sur ce ton, calme-toi », je vais me contenter de dire « j'ai vu que tu étais très en colère quand je t'ai dit ton cartable dans ta chambre, j'ai besoin de comprendre, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui s'est passé ?» Et je vais essayer de donner la parole à l'autre sans le culpabiliser, sans le critiquer. Il est très important, en tant que parent, j'estime qu'on est poubelle affective de nos enfants toute notre vie. C'est-à-dire que quand il n'ira pas, même mes enfants qui ont 30 ans, ils m'appellent au téléphone et ils pleurent ou ils s'énervent. Et je me contente de me dire, OK, je suis convaincue qu'une fois qu'il aura parlé, une fois qu'il aura communiqué, ça ira mieux. Donc, je me contente de l'écouter. Et ça nous fait passer à la 7e clé, qui est l'écoute active. Il est très important dans la communication qu'on développe sa capacité d'écoute. Parce que communiquer ne veut pas simplement dire parler. Cela veut dire aussi écouter, donner la parole à l'autre. Et pour écouter, il faut se taire. Et il y a une phrase que j'aime bien qui dit « on met 2 ans pour apprendre à parler, toute une vie pour apprendre à se taire ». Et oui, c'est très difficile d'écouter et de se taire. Mais néanmoins, il y a absolument, c'est essentiel d'apprendre à se taire pour laisser l'autre se dire entièrement. Mais qu'est-ce qui nous empêche de nous taire? C'est une croyance qui nous fait dire que si je l'écoute, il va croire que je suis d'accord avec lui.
Donc, il faut absolument que je lui dise que je ne suis pas d'accord s'il dit quelque chose sur lequel je ne suis pas d'accord. Et donc, je vais couper la parole. Or, écouter ne veut pas dire approuver. Écouter, c'est donner un espace de parole pour apprendre à mieux connaître ce que vit l'autre et pour le laisser être libre de se dire en vérité. Si j'ai l'impression, si je sais que mes parents vont surréagir si je dis quelque chose, vous savez, le silencieux de tout à l'heure, eh bien, s'il est convaincu que ce qu'il va dire ne vous plaît pas et que vous allez surréagir, que vous allez lui couper la parole, eh bien, il n'essaiera même pas. Et donc, il est très important d'absolument écouter. Vous allez me dire, oui, mais s'il ne parle pas, alors comment je fais? Alors, moi, j'ai deux petites phrases que je dis quand l'enfant ne parle pas. Je vais lui dire, est-ce que tu ne veux pas m'expliquer parce que tu as peur de quelque chose? Et je regarde vraiment le non-verbal de sa réaction. Rappelez-vous, 55% de la communication se fait par le non-verbal. Si c'est complètement, s'il a vraiment peur de rien, il va faire non. De quoi veux-tu que j'ai peur? Ou il va juste faire non. Par contre, s'il a peur de quelque chose, il ne va pas dire oui, j'ai peur, parce qu'il sait que du coup, il va être obligé de dire, il va simplement faire non. Et là, vous voyez que ce n'est pas un non franc. Mais dans le doute, vous continuez. Alors, tu me dis non. Mais alors, est-ce que tu ne veux pas parler parce que tu penses que ça ne me concerne pas, que je ne peux rien faire pour toi? Et là encore, vous regardez bien sa réaction. Si ce n'est pas du tout le cas, il va dire non, non, ce n'est pas ça. Et il va répondre naturellement. S'il cligne la tête et qu'il reste silencieux, c'est que peut-être vous avez touché à la vérité. Alors, une fois que vous vous dites, bon, alors c'est parce qu'il a peur de quelque chose, qu'est-ce que je fais? Eh bien, vous allez simplement lui dire, allez, vous allez aller un peu plus loin. Est-ce que tu as peur de ma réaction ou est-ce que tu as peur de la réaction de quelqu'un d'autre? Et là encore, vous regardez bien le non-verbal. S'il a peur de la réaction, de votre réaction, vous allez peut-être, pour avoir la vérité et pour lui montrer que vous lui ouvrez un espace de parole, vous engager à ne pas réagir quoi qu'il dise. Et si vous vous engagez, vous tenez votre parole, surtout. Si par contre il a peur de quelqu'un d'autre, ce qui est souvent le cas du harcèlement, eh bien dans ce cas-là, vous allez lui dire, ce que je sais, c'est que si tu ne parles pas, ce qui te fait peur va continuer d'une manière certaine. Mais que si tu parles, peut-être qu'on arrivera à te sécuriser et à te protéger pour que ça s'arrête. Si la phrase c'est je ne parle pas parce que ça te concerne pas, tu peux rien faire pour moi. Eh bien là, vous n'allez pas commencer à dire mais si ça me concerne, t'es mon fils, mais si peut-être que je peux faire quelque chose pour toi, qu'est-ce que tu en sais? Dis-moi au moins, parce que ça ne va pas l'aider. Si vous niez ce qu'il vous dit, il ne continuera pas à parler. Et donc, il faut simplement ce que j'appelle matcher avec ce qu'il vous dit. Donc, vous allez dire, OK, sans doute que tu as raison, sans doute que ça ne me concerne pas, ou bien sans doute que je ne pourrai rien faire pour toi. Mais ce que je sais, c'est que si tu parles, et même si je ne fais rien parce que ça ne me concerne pas, tu te sentiras mieux. Et si ce n'est pas à moi que tu parles, trouve quelqu'un à qui parler. Écris, parle à une amie, parle à grand-mère, parle à ton frère, mais trouve quelqu'un à qui parler. Parce que si
tu restes silencieux, alors là, tu iras de plus en plus mal. La somatisation dont on a parlé tout à l'heure. Voilà pour le silencieux. Bien. Maintenant, on va écouter celui qui parle. Et quand on écoute celui qui parle, vous avez bien compris qu'il faut avant tout se taire. Éviter de conseiller, de minimiser, vous savez, les paroles, mais non, t'inquiète pas, c'est pas grave, ça ira mieux demain. Par exemple, votre fille vous annonce que son petit copain l'a quitté, vous répondez, mais t'inquiète pas, un de perdu, 10 de retrouvé. Surtout pas ce style de parole. Taisez-vous surtout. Ne conseillez pas, ne jugez pas, ne questionnez pas en disant « Ah bon, mais c'est qui ce copain? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il t'a fait ?» Parce que là, tout de suite, ça va devenir intrusif et donc, hop, l'enfant va se retirer dans sa grotte. Ne minimisez pas et ne comparez pas votre vécu. Pas tout de suite. Vous pourrez le faire éventuellement après en disant « Tu sais, quand j'avais ton âge », mais une fois que l'enfant, que l'ado a parlé jusqu'au bout de ce qu'il avait à dire. Alors, qu'est-ce qu'on utilise si on ne peut pas conseiller, juger, questionner, minimiser et comparer à son vécu? Eh bien, on va utiliser ce qu'on appelle l'écoute active. L'écoute active, c'est accueillir pleinement ce que l'autre vit sans interférer, sans essayer de stopper l'émotion, sans essayer d'apporter des solutions, en étant juste là, disponible, parce qu'on est convaincu que simplement le fait de mettre en mots, de dire ce qui ne va pas, lui fera déjà beaucoup de bien. Donc, c'est lui offrir un espace de parole pour se sentir mieux. Alors, dans l'écoute active, il y a deux… Alors, avant tout, on se tait, mais si l'enfant arrête de parler, il y a deux manières de rebondir. On va reformuler dans un premier temps ce que l'ado, l'enfant ou l'adulte dit. Donc, par exemple, un enfant qui vous dit j'en ai marre, le prof fait exprès de nous sous-noter, il fait des contrôles trop durs, j'en ai ras-le-bol de ce, et je vous passe les noms d'oiseaux dont il traite le prof. Et donc, là, retenez-vous de lui dire « Oui, mais si tu travaillais un peu plus, peut-être que tu aurais de meilleures notes. » Retenez-vous de demander « Mais les autres, ils ont eu combien ?» Retenez-vous de conseiller en disant « Mais tu devrais faire des fiches, comme ça tu auras des meilleures notes, tu devrais lever ton doigt plus souvent à l'oral. » Pour l'instant, il ne vous demande rien, il veut juste exprimer ce qu'il a à exprimer. Donc, vous vous taisez et la seule chose que vous pouvez reprendre après, c'est de reformuler ce qu'il vient de dire en question fermée. C'est-à-dire qu'il puisse dire oui, c'est ça ou non, c'est pas ça. Par exemple, vous allez dire tu es déçu parce que tu es déçu et même énervé parce que tu avais révisé et tu as eu une mauvaise note et tu es découragé en fait. Tu n'as plus envie de travailler. Alors, il peut dire non, je ne suis pas déçu parce que finalement, je n'avais pas tant travaillé que ça. Mais quand même, ce prof, personne n'a la moyenne dans la classe, tu trouves ça normal? Alors là encore, je ne vais pas répondre à la question est-ce que je trouve ça normal? Je vais lui dire ah, c'est ça que tu trouves anormal. C'est qu'en fait, qu'on ait travaillé ou qu'on n'ait pas travaillé, de toute façon, personne n'a la moyenne. Et ça, ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Et là, quand vous dites « n'est-ce pas », est-ce que c'est bien ça? Vous donnez l'occasion aux jeunes de soit dire « oui, c'est ça », et en général, vous verrez l'émotion retomber, parce que quand on voit juste, l'émotion retombe ou l'émotion sort. L'émotion sort, c'est quand la personne est triste. Par exemple,
je vais dire à la jeune fille qui a perdu, dont le petit copain l'a plaqué, si je lui dis tu es désespéré parce que ton petit ami a terminé votre relation et que tu as l'impression que tu n'aimeras plus jamais quelqu'un comme ça, c'est ça? Et là, si elle se met à pleurer, ne vous dites pas oh là là, qu'est-ce que j'ai fait, mince. Dites oui, dites-vous yes, ça sort. Et là, arrêtez de dire des choses. Ne lui dites pas, mais t'inquiète pas. Non, ne dites plus rien. Restez à côté et taisez-vous. Donc, reformuler, c'est donner l'occasion à l'enfant de se dire, et quelquefois, en fait, on reformule et on tire la ficelle, et on s'aperçoit que la première phrase qui a été dite n'est pas du tout le fond du problème. Mais pour s'en apercevoir, encore faut-il aller jusqu'au bout. Encore faut-il le laisser parler. Un deuxième outil très utile aussi, c'est de faire un zoom. Un zoom, c'est quand vous reprenez un mot que l'enfant a dit. Par exemple, un de vos jeunes vous dit j'en ai marre de ces bêtises en parlant de son frère. Et donc, vous pouvez simplement répéter qu'est-ce que tu entends par bêtise? Et là, il va par exemple dire oui, il n'arrête pas de me provoquer, de venir dans ma chambre alors que je lui ai dit de sortir, il reste dans la chambre, etc. Et là, vous allez voir qu'il va sortir tout ce qu'il a à sortir et que même si vous ne faites rien, il ira mieux après. Donc, l'important, c'est soit de faire un zoom sur un mot, par exemple, même sur un mot qui vous concerne. Je me rappelle d'une fois où un enfant me disait oh, mais t'es chiante. Et là, j'ai rebondi en disant ah bon, chiante? Point d'interrogation. Et il répond ouais, enfin bon, j'en ai marre, tu es toujours en train de contrôler ce que je fais, tu ne me fais pas confiance, tu crois que j'ai encore 10 ans et voilà. Et là encore, quand il se met à parler, je me dis simplement super, on est en communication. Que cela me plaise ou pas, ce que j'entends. Écouter, ce n'est pas être d'accord. Reformuler, ce n'est pas approuver. C'est simplement matcher avec ce que l'autre dit pour qu'il ait cette impression de se sentir entendu pleinement. Souvent, on a un prisme inconscient qui nous fait entendre ce que l'on veut entendre, qui nous fait voir ce que l'on veut voir. Et donc, il est très important de vérifier quand on écoute qu'on a bien compris ce que l'autre veut nous dire. Alors voilà, toutes ces petites clés qui sont, je l'espère, pratiques et qui vont vous aider à améliorer la communication en famille. Et je terminerai par la 8e clé, la plus importante. En reprenant la phrase de Gandhi, commencez par changer en vous ce que vous voulez changer autour de vous. Soyez le changement que vous voulez voir en ce monde. C'est Einstein qu'on connaît et qu'on connaît comme un grand scientifique, mais qui a écrit une encyclopédie sur l'éducation. Et à une conférence de son vivant, quelqu'un lui disait « Bon, si on n'a pas lu votre encyclopédie, est-ce que vous pourriez nous donner 3 clés essentielles de l'éducation ?» Et il a répondu « Montrez l'exemple, montrez l'exemple, montrez l'exemple. » Communiquer veut dire montrer l'exemple. Si je veux communiquer d'une manière constructive, d'une manière calme, je dois apprendre à parler calmement. Si je veux que mon enfant communique, je parle de moi. Si je veux que mon enfant m'écoute, je commence par l'écouter. Commencez toujours par montrer l'exemple.
Je me rappelle d'une maman à la fin d'une conférence sur la communication en famille qui vient me voir parce que c'était sur place et qui me dit, voilà, j'ai bien aimé tout ce que vous avez dit comme clé, mais moi j'ai une fille qui était en 6e qui communique beaucoup. Elle n'arrête pas de parler quand elle rentre de l'école, mais elle parle de tout le monde sauf d'elle. Qu'est-ce que je peux faire? Parce que je sais que ça ne va pas si bien que ça. Alors, je lui ai posé une seule question. Et vous, quand vous n'allez pas bien, comment communiquez-vous? Que faites-vous? Et là, elle me sourit et elle me dit, OK, j'ai compris. Montrez l'exemple. Vos enfants apprennent de vous-même. Donc, plus vous communiquez calmement, plus vous communiquez, vous ouvrez des espaces où vous apprenez à débattre sans vous étriper, où vous acceptez qu'ils ne soient pas d'accord avec vous et néanmoins vous continuez à échanger d'une manière respectueuse, eh bien, votre enfant apprendra par cette expérience familiale un bagage énorme dans la vie qui est on peut communiquer d'une manière calme même quand on n'est pas d'accord et que communiquer ne remet pas en cause la relation. Je peux t'aimer, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Je vous remercie et je suis tout à l'écoute de vos questions. Et pendant ce temps, je mets la bibliographie dont je vous avais parlé. Nous avons donc une question de Guadalupea, mais je ne peux pas lui donner la main. Donc Amélie, je pense que je vais te laisser gérer ça. Je lui donne la main. Je vais vous donner la parole. Voilà. On vous écoute, Guadalupe. Vous nous entendez? Vous pouvez parler. Hop. Voilà. Elle n'ose peut-être pas poser sa question. Vous êtes en mute. Ouais. Thierry, pendant ce temps, tu peux peut-être poser la question de Léonore. Quelle est la meilleure manière de faire que les enfants parlent de ce qui les préoccupe? Ben voilà, je vais reformuler un petit peu, mais tu viens de la poser. Donc la question c'était, quelle est la meilleure manière de faire que les enfants parlent sans qu'ils se sentent sous pression? Alors il y avait la notion de quel est le meilleur moment. Vous avez parlé du fait qu'en voiture, ça pouvait être un bon moment pour parler. Mais c'est vrai que souvent, les gens ont tendance à dire pendant le dîner, on est tous ensemble, mais c'est pas forcément idéal. Il peut y avoir des gens fatigués, des gens tendus. Donc voilà, finalement, quel serait votre conseil à ce niveau-là? Alors, il y a des moments précieux. Donc, en voiture, on emmène un enfant à l'école, on le ramène. Quand on lui dit bonsoir, très important. Je me rappelle d'une maman qui disait tous les soirs à son petit enfant, en lui disant bonsoir, elle lui disait « Comment va ton cœur aujourd'hui ?» Je trouvais ça merveilleux. Donc, mettre, par exemple, j'ai vu des familles mettre un grand tableau dans la cuisine et voir des petits mots qui fusent de droite et de gauche qu'on peut effacer avec des post-it. Voilà, communiquer par écrit, par des WhatsApp si on est éloigné. Moi, mes enfants ne sont plus chez moi, on a un WhatsApp familial et il ne se passe pas une journée sans qu'on ait échangé les uns avec les autres avec des photos. Mais là, j'imagine que c'est avec les enfants qui sont sous notre toit. C'est vraiment de trouver les meilleures occasions. Je ne sais pas, si j'ai une fille, je vais proposer d'aller faire des courses avec elle. Et en faisant des courses, on va échanger d'une manière un peu naturelle. Je vais jouer avec un enfant et en jouant, je le laisse parler, je le laisse raconter. Il faut saisir toutes les occasions. Mais si on sait que l'enfant est préoccupé et on sent qu'il y a quelque chose, la personne pose la question, est-ce qu'il y a une meilleure manière pour l'aborder? Il y a un meilleur moment? Enfin, voilà, comme on disait. Alors, quand on est seul avec lui, comment lancer la discussion?
Oui, quand on est seul avec lui, surtout. Et je vous dis, je ne sais pas quel est le meilleur moment. Je ne peux pas vous dire parce que c'est certain que s'il est en train de jouer à un jeu vidéo, ce n'est pas le bon moment pour s'asseoir à côté de lui en disant « je vois que tu es préoccupé ». C'est trouver un moment où il est disponible, où je suis disponible et surtout au maximum se synchroniser, c'est-à-dire même au départ s'installer à côté de lui et ne rien dire. Ça paraît anodin ça, mais ça débloque énormément de situations. Donc, on peut poser la main sur son genou et rien dire. Et l'enfant sent qu'on a compris qu'il n'allait pas bien et attendre patiemment que ça sorte. Ou simplement lui dire, tu sais, je suis là pour toi, viens me voir quand tu veux. Ok. Je ne peux pas donner d'autres. Merci. Je n'ai pas Il y a la entendu. Guadalupea, donc elle peut parler maintenant. Vous nous entendez? Vous m'entendez? Oui, très bien. Ok. Non, la question c'était quand Oui. on peut parler avec son enfant, quand on interdit de parler avec eux, ou quand l'enfant il a tellement la peur de vous parler que c'est qu'on approché avant, il a vous avez dit oui, il faut attendre, moi j'ai reçu aussi des indications il faut s'éloigner. Et vous dites non, il faut parler, il faut attendre, il faut communiquer tous les moments, tous les temps que vous pouvez. Alors, il ne faut pas le harceler, hein, ça je l'ai bien dit. Oui. S'il ne parle pas, il ne faut surtout pas le harceler. Par contre, il faut multiplier les contacts, même silencieux, pour qu'il ait une occasion de nous parler. Par contre, je n'ai pas très bien compris votre question parce que j'ai entendu quand il n'a pas le droit de parler. Qu'est-ce que vous entendez par pas le droit de parler? C'est quand quelqu'un les force, on n'est pas avoir contact, c'est ça. Comment on peut visser ce problème de communication, des conflits parentaux. Par exemple, on va dire X personne ne veut pas que cette personne, que son enfant ait la communication avec sa mère ou son père. On interdit à un enfant de parler, en fait. Oui, on interdit comment on peut s'approcher de l'enfant. À qui on a interdit de vous parler. Oui, voilà. C'est ça. Comment on peut s'approcher pour que l'enfant puisse discuter, dire ça va, tout va bien, mais ou que l'enfant ne pleure pas parce qu'on l'a approché, parce qu'il a peur de l'interdiction. On peut faire ça. Voilà. Alors, il a quel âge? Elle a 18 ans. À 18 ans, écrivez. Et expliquez, et utilisez la méthode de CNV pour expliquer ce que vous avez sur le cœur et comment vous vivez la situation. Mais ne la critiquez pas, c'est-à-dire ne lui dites pas « mais pourquoi tu ne parles pas, mais tu écoutes ton père, mais ne l'écoute pas, tu as le droit de me parler ». Ne critiquez pas l'autre, mais contentez-vous de redire combien vous l'aimez et combien c'était important pour vous de lui parler. Et utiliser la méthode CNV en disant ce qui se passe, comment vous vous sentez, de quoi vous avez besoin de contact, besoin de relation avec votre enfant, et proposez-lui de trouver une solution pour garder du contact, mais comme elle l'entend. Ça peut être par écrit au début, ça peut être, je ne sais pas. C'est compliqué parce qu'il semble que la personne en face a instauré un climat de peur. Donc, s'il y a des menaces, on comprend l'enfant qui ne veut surtout pas se sentir en insécurité. Bon, maintenant, après, il y a les procédures judiciaires pour reprendre ses droits, parce qu'en tant que parent, normalement, on a des droits et on a le droit de communiquer avec son enfant. Merci pour votre réponse, Madame Paul. Je vais donner aussi la parole à Alexandra, une maman qui veut vous poser une question. Voilà, Alexandra, vous avez la parole. Bonjour Alexandra. Alexandra, vous êtes en mute.
Alors, en attendant, il y a une question d'une maman qui demande quand deux sœurs se disputent et se critiquent continuellement, comment faire en tant que parent sans tomber dans la position de juge? Eh oui. Alors, en fait, d'abord, il faut stopper quand ça part dans la moquerie, comme je disais en début de conférence, le jugement, la moquerie. Stopper tout de suite en disant non, ça, je ne veux pas entendre ça dans cette maison. On se respecte. Donc ça, c'est une base de cadre et de règles. Et en même temps, on peut trouver des moyens pour prendre l'antidote de la critique. C'est-à-dire qu'on peut faire un tour de table un jour en disant, voilà, ce que j'aimerais bien, c'est que chacun de vous se tourne vers son frère ou sa sœur, celui qui est à côté de vous, et dise une chose qu'il aime de lui. Je me rappelle que je l'avais fait avec mes enfants, ils avaient entre 12 et 15 ans. Alors, c'est vrai qu'ils m'ont regardé avec un regard ahuri en disant, mais maman, qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Et j'ai dit, mais non, mais on essaye. Donc, vous dites une chose gentille à votre voisin de droite à tour de rôle. Alors, le premier tour, ça a été ton t-shirt est beau, tu manges proprement. Et puis, j'ai dit, allez, on refait un autre tour. Et petit à petit, c'est descendu en profondeur. Et donc, donner les moyens, donner les occasions à nos enfants de montrer ce qu'ils apprécient chez l'autre, de mettre des lunettes roses. Vous savez, ça, c'est dans les ateliers avec les enfants. Je dis, allez, on met des lunettes roses et on regarde ce qui se passe avec des lunettes roses. Ben, regardons le positif. Et là encore, posons-nous des questions nous-mêmes. Est-ce qu'on est beaucoup dans la critique nous-mêmes? Est-ce qu'ils ne font pas que reproduire ce que l'on fait nous-mêmes avec eux? C'est-à-dire de critiquer, voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, la meilleure façon, ce n'est pas de sanctionner, ni de punir, ni de critiquer nous-mêmes, effectivement, mais c'est simplement de proposer l'antidote qui est, allez, remercions-nous, donnons-nous des paroles cadeaux. Voilà. Et ça peut être un jeu qui devient un réflexe dans la famille. D'accord. Merci beaucoup. Alors, on a une autre question. Donc, comment dire à son enfant qu'il a mal fait et parler de ses erreurs sans qu'il se mette en défensive? Comment lui faire réaliser ses erreurs si on ne le critique pas? Eh bien, par la CNV. Quelle est l'erreur qu'on veut? Par exemple, vous avez un carnet de notes, je ne sais pas, et vous recevez le bulletin et les notes sont en dessous de la moyenne. Bien. Comme tout parent, on fonce dans la brèche et on dit, tu as vu tes notes, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'auras jamais les écoles que tu veux, si tu ne travailles pas plus, mais ce n'est pas possible. Et hop, on tombe dans la brèche, je critique, je juge. Bien. La première chose à faire, c'est de le responsabiliser et non pas de le culpabiliser. Le responsabiliser, c'est que quand vous recevez le bulletin, il est là à côté de vous, il sait déjà ce que vous allez dire parce qu'il vous connaît parfaitement. Donc, n'ouvrez pas la bouche et ne confirmez pas ce qu'il attend de vous parce qu'il le sait déjà. Ce n'est pas la peine de le dire. Mais prenez-le par surprise en lui disant « Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce bulletin? Dis-moi, comment tu le vis, ce bulletin ?» Et laissez-le parler. Et même s'il commence par dire « Oh, ben, je trouve qu'en gym, j'ai une bonne note et que ça vous provoque un peu en disant ah, « J'en étais sûre qu'il est… » Non. Laissez-le parler. Et plus vous le laissez parler, et plus vous allez à la pêche en disant « Ok, donc, et là, comment tu vois la suite de ton année? Qu'est-ce que tu en penses ?» En fait, critiquer, il faudrait faire une conférence sur l'autorité. En fait, mais la communication dans l'autorité est très importante. Critiquer n'amène jamais personne à modifier son comportement.
Je prends souvent comme exemple l'exemple de quand arrive l'été, mesdames ou messieurs, et que vous enfilez votre short et que vous n'arrivez pas à boutonner le pantalon, et que vous savez très bien que vous avez grossi, et que la personne qui vit avec vous vous dit, dis donc, oh la vache, tu as grossi. Mais vous avez envie de le trucider. Et vous avez la mauvaise foi de dire, oui, ben toi aussi, tu as grossi, et vous le prenez mal, et vous n'avez pas du tout envie de vous remettre en cause, parce qu'il a pointé du doigt quelque chose qui fait mal. Critiquer, je sais qu'on est, en tout cas en France, on a la critique facile. Encourager, montrer le positif et laisser la personne prendre la responsabilité de ses actes est bien plus efficace que de critiquer et de demander à la personne de s'excuser ou de reconnaître ce qui l'a fait mal. Laissez-le parler. Nommez juste ce qui se passe et laissez-le parler. Et vous serez étonné que si vous ne l'avez pas culpabilisé, il prendra sa responsabilité et sans doute qu'il dira « je m'excuse ». D'accord. Très bien. Je voulais juste revenir sur tout à l'heure la question de la maman qui disait que ses deux filles se disputaient. Et on m'avait dit que les enfants n'avaient pas d'empathie entre eux avant l'âge de 20 ans. Est-ce que c'est quelque chose que vous affirmez également? Non, les enfants n'ont pas d'empathie avant 6 ans. En fait, c'est même pas ça, pardon. Un enfant naît empathique. Il y a des recherches actuellement avec des tout petits enfants qui n'ont même pas la parole et des expériences qui sont filmées où on voit qu'un petit enfant est empathique. Alors, c'est des jeux avec des petits nounours et un petit nounours qui est méchant, qui tape l'autre. Et en fait, naturellement, l'enfant va aller vers le nounours qui est gentil. Donc, les recherches actuelles montrent que l'empathie est innée. Mais malheureusement, on a plus tendance à la perdre qu'à la garder. Mais en même temps, neurologiquement, la zone de l'empathie est là, ici, au niveau orbitofrontal. Or, le cerveau, et c'est là où je rejoins ce que vous dites, le cerveau se développe à peu près jusqu'à 25 ans. Et comme il se développe de l'arrière vers l'avant, la dernière zone à réellement être complète, terminée, c'est la zone orbitofrontale et donc la zone empathique. Donc, les enfants sont naturellement bienveillants et attentifs à l'émotion de l'autre, mais par contre, pour traiter leurs émotions et pour traiter les émotions des autres, ils ont besoin de cette zone orbitofrontale de développer et ils la développent par leur neurone miroir en imitant ce qu'ils voient. Donc, un enfant qui est dans un milieu agressif, violent, ou dans un milieu plutôt froid, indifférent, où on n'exprime rien, il n'aura pas développé son empathie à 25 ans. Ça va être compliqué pour lui. D'accord ? Voilà. D'accord, merci. Donc, ils ont les moyens de comprendre que l'autre va mal. Ils le savent. Très bien. Patricia ou Thierry, est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, j'avais juste une remarque. D'abord, je voulais remercier effectivement infiniment Madame Paul pour cette conférence. C'était vraiment très clair, très concret, comme d'habitude. Donc, merci infiniment. Et puis, on va rappeler, on l'a déjà dit au début, mais pour ceux qui nous ont pris peut-être en cours de route ou un petit peu en retard, que cette conférence sera enregistrée. Enfin, elle est enregistrée, donc on va la retrouver sur notre site, donc apef.ch.
Donc, si vous voulez partager avec d'autres parents qui n'ont pas pu l'avoir ou avec des amis, etc., ben, ça va être l'occasion. Ou comme on disait, en période de crise, vous gênez pas de réécouter les conseils. Voilà, donc merci beaucoup. Et puis, je profite encore de cette toute petite fenêtre pour rappeler que c'est le mois des conférences. Là, on a eu l'occasion d'avoir aussi un autre conférencier qui passera aussi pendant ce mois. On profite aussi de notre abonnement Zoom webinaire. Et on va avoir monsieur Jean-Philippe Lachaud. Donc, Jean-Philippe Lachaud, c'est un neuroscientifique et il sera là pour nous parler du cerveau puis de l'attention. Donc, c'est comment comprendre, comment apprivoiser son attention grâce aux neurosciences. Donc, on va vraiment avoir la vision d'un scientifique. Ça va être intéressant. C'est vraiment l'opportunité pour nous de voir qu'on peut apprendre à apprendre. Pour nos enfants en premier, évidemment, c'est toujours notre concern, notre souci, mais aussi pour nous adultes, il y a toujours justement des points où on se surprendrait des choses fausses qu'on fait, des acquis, au contraire, ce qu'on pourrait améliorer, est-ce qu'on peut agir sur notre cerveau, surtout dans l'époque de hyperconnexion, j'ai envie de dire, dans laquelle on travaille et dans laquelle on vit. Donc, ce sera intéressant aussi de voir les clés qu'il va pouvoir nous donner à ce sujet. Donc, c'est dans 3 semaines, c'est le 25 mars et c'est à la même heure, à 19h30. Donc, on va avoir des newsletters qui vont vous arriver de la même manière que vous êtes enregistrés là maintenant. Et welcome, et on se réjouit de vous avoir parce que je pense que ce sera aussi quelque chose de passionnant. Et puis, nos enfants, par le biais des tutélaires, recevront aussi un petit peu de pub sur le sujet. Donc, M. Drahuzac pense que c'est dans la lignée de ce qu'ils essayent justement de mettre en place avec M. Berthier, responsable d'éducation en France aussi, qui travaille vraiment beaucoup sur comment on peut améliorer l'apprentissage, comment obtenir l'attention des enfants, comment, etc. Donc, pour que les enfants aient aussi peut-être la chance d'entendre cette conférence, on va, par le biais de leurs professeurs, les rendre attentifs. Et puis, ça pourrait être un bon moyen de regarder cette conférence en famille. Aujourd'hui, c'était plutôt réservé aux parents pour qu'on ait des bots et que nos enfants ne connaissent déjà pas tous nos trucs et toutes nos clés que Madame Paul nous a données avant qu'on les utilise. Mais la semaine prochaine, ce serait vraiment très sympa de partager ça en famille. Alors voilà, et pour moi, c'était le dernier mot de la fin. En tout cas, merci. Merci Patricia. Il y a une petite question pendant que tu parlais. Donc, comment inspirer son enfant qui n'a pas trop d'ambition et comment le motiver pour faire plus, pour lui faire plus que le minimum? Alors là, ça rejoint… On dépasse la communication. Voilà, ça dépasse la communication. C'est-à-dire que, en tout cas, je le répète, les encouragements fonctionnent beaucoup plus que les critiques. Gardez vraiment ça en tête et forcez la dose sur les encouragements, sur les félicitations et vous donnerez plus envie à votre enfant de s'investir plus. Voilà. Mais c'est de la communication, mais je crois que ça pourrait être un thème de conférence, la motivation. Comment créer de la motivation chez nos enfants? Alors, on a déjà une très bonne idée de conférence. Avec Madame Paul. Alors, à bientôt, Madame Paul. Merci beaucoup pour cette excellente conférence. Et puis, à très bientôt. Et vous retrouverez donc cette conférence sur notre site internet.